Merci beaucoup, mesdames, messieurs les députés. C'est un grand honneur d'être devant vous aujourd'hui. Naturellement, je ne vais pas faire une liste des conflits que vous connaissez aussi bien que moi ou des risques qui nous veillent. Je vais me contenter de trois remarques qui me semblent à moi nécessaires pour pouvoir parler de ce monde de guerre et de paix, et puis une conclusion. Alors, la première remarque, et je crains qu'elle ne soit pas tout à fait ces remarques originales pour vous, la première remarque, c'est que, naturellement, ce à quoi nous assistons, c'est à l'explosion de ce que j'appelle le système de la puissance qui avait été créé en 1989, ou qui avait émergé des événements du tournant des années 80 et 90. Ce système, c'était un système international basé sur une architecture de la puissance, sur une pyramide de la puissance dominée par l'Occident et très précisément les États-Unis. Il était donc basé sur un facteur de domination objectif, il n'y a pas de jugement de ma part dans ce terme, et sur un certain consensus spontané ou forcé autour des valeurs que moulinaient les pays occidentaux. Ce système, donc, que nous dominions collectivement, il s'est progressivement affadi à la suite de facteurs que vous connaissez très bien. Tout d'abord, la révolution technologique qui a entraîné une révolution des hiérarchies économiques et donc l'émergence de nouvelles puissances, la Chine en étant naturellement le plus grand symbole. Et parce que le début du XXIe siècle a montré que ce système organisé autour de l'image et de la puissance occidentale, d'abord était physiquement vulnérable en 2001, ensuite qu'il était arrogant en 2003 en Irak, ensuite qu'il était impuissant ou relativement impuissant en Irak, en Afghanistan, en 2008 face à la crise économique. Ensuite, un peu plus tard, qu'il était assez égoïste, c'est plus près de nous la crise du Covid, etc. En même temps, et j'y reviendrai tout à l'heure, que ce système central s'affaiblissait, d'autres pôles, bien entendu, le président y a fait allusion tout à l'heure, s'affirmaient d'autres pôles de puissance. On est donc en face d'une logique qui est à la fois une logique de dérégulation, parce qu'un système de puissance, ça régule le monde, que vous soyez d'accord avec ou pas, et face à un système conflictuel, donc qui est plus conflictuel parce qu'il est dérégulé, et ce qui nous désoblige, comme dirait Brassens, un système conflictuel qui se rapproche de nous. Qui se rapproche de nous à deux égards. Il se rapproche de nous géographiquement, ces conflits, alors que nous pensions être dans un espace pacifique pour encore beaucoup de décennies. Et il se rapproche d'un cœur stratégique qui est particulièrement important, qui est le cœur nucléaire. Deuxième remarque, à cette explosion du système de la puissance correspond, bien entendu, le président y faisait allusion tout à l'heure, une fragmentation stratégique, c'est-à-dire l'ouverture d'espace à des puissances, l'ouverture de l'espace stratégique à des puissances de divers ordres. Il suffit de dire Chine, Inde, Russie, Brésil, Arabie Saoudite, Turquie, Afrique du Sud, pour avoir devant soi de véritables acteurs qui peuvent peser sur le système international à de multiples niveaux pour aider à stabiliser le système. J'emploie le terme système par facilité, naturellement, qui peuvent aider à stabiliser le système ou, à le déstabiliser. On assiste donc à une multiplication des acteurs qui peuvent avoir prise sur un système dérégulé avec ce qu'on appelle dans la presse une cristallisation anti-occidentale. Disons, je dirais, une semi-cristallisation anti-occidentale. Pourquoi ? Parce que si le Sud global, chacun sait qu'il n'existe pas, chacun sait qu'il existe, il n'existe pas positivement, mais il existe négativement comme facteur d'empêchement. À ce titre, la communauté internationale, si elle a jamais existé, ce que personnellement je ne crois pas, existe bien entendu de moins en moins. Et elle est censée, dans les discours, ou elle est vue dans les discours internationaux comme la représentation de plus en plus de valeurs, une fois encore, véhiculées par la domination occidentale.
Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que c'est une représentation qui stratégiquement, vous savez que la stratégie c'est un système de représentation, ce sont des représentations qui importent. Troisième remarque, parmi ces valeurs, ces valeurs qui ont été suggérées par les puissances dominantes occidentales et qui ont été progressivement acceptées par des surfaces croissantes depuis les années 90 dans le monde, il y en a une qui se porte particulièrement mal, à mon sens, qui est, et ce n'est pas seulement mon sens, le multilatéralisme. Ce multilatéralisme, il est évidemment un besoin objectif qui est dicté par la globalisation des problèmes. Je ne vais pas vous faire des commentaires de lieu commun, par en particulier la mondialisation des techniques, des enjeux et des problèmes. Mondialisation technologique, je l'ai dit tout à l'heure, et économique depuis en gros les années 70, avec une montée en puissance au fil des décennies. Mais ce multilatéralisme, il est aussi, je l'ai dit, une valeur. Et ce multilatéralisme comme valeur, comme mode de fonctionnement, il connaît une crise qui est parallèle à celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de l'emprise occidentale sur le système international. Il fait donc l'objet de contestations à tout niveau, et en particulier au niveau des puissances, pensez à la Chine ou pensez à la Russie, qui en réalité développent trois stratégies face à ce multilatéralisme que nous voulons cultiver. Y occuper le plus de place possible, voir les efforts de la Chine pour peser dans le système de l'ONU, par exemple, éventuellement le paralyser quand les décisions à prendre ne sont pas acceptables par ces pays, ou le contourner par d'autres organisations. À ce titre, en matière de multilatéralisme, et pour paraphraser le général, ce qui est à craindre dans l'avenir, ça n'est pas le vide, c'est plutôt le trop-plein. Si vous pensez à l'Organisation de coopération de Shanghai, aux BRICS, etc., aux banques qui ont été créées aux Jeux internationaux, dont en écoutant les informations ce matin, j'ai réappris que Moscou allait organiser des Jeux olympiques ou para-olympiques ou proto-olympiques, etc. Donc il y a des tentatives de contournement de ces organisations multilatérales qui est tout à fait ouvert. J'ajoute qu'une dimension du multilatéralisme à laquelle nous avons beaucoup pensé dans les années 90 et sur laquelle nous avons beaucoup misé, c'était le multilatéralisme régional, que ces multilatéralismes régionaux ont, pour être court, puisque je suis obligé d'être court, globalement échoué, sauf en Europe. Je ne vais pas parler d'Europe devant le président Bourlange, mais sauf en Europe, où la question, non pas de l'échec se pose, mais la question des difficultés de la structuration régionale se pose. On est donc en face d'une multiplication de coopérations multilatérales, sans référence centrale, et au moment où se développe une contestation fondamentale de ce que nous appelons le droit international, qui est un droit supérieur à celui que déterminent entre les États. Et il y a une conception extrêmement intéressante à cet égard, qui est la conception russe, parce que ce sont eux qui, à l'heure actuelle, ont la plus grande arrogance pour l'affirmer, et qui consiste à rappeler que les accords de droit internationaux sont exclusivement les rapports conclus entre les souverainetés des États pour l'objet strict qui est négocié entre ces États, et qu'il n'y a absolument aucune catégorie supérieure à la souveraineté des États négociés. Ça vous paraît évident quand on le dit comme ça, parce que c'est une analyse juridique incontestable, mais politiquement et stratégiquement, c'est une vision évidemment tout à fait préoccupante pour nous. On se retrouve donc face à un monde qui n'est pas sans coopération, mais qui est de plus en plus anarchique, c'est-à-dire sans principe central de gouvernement. Dans ce monde, les menaces à la paix, multiples bien entendu, ne peuvent être régulées que par des négociations partielles, par des rapports de force relatifs ou par le haut du système, c'est-à-dire le nucléaire. Des négociations partielles, pas globales, des rapports de force relatifs, parce que la domination par la force est toujours un mode de régulation, hélas, ou par le nucléaire. Alors, j'en arrive à ma conclusion.
c'est le plus simple pour un expert avec un petit h. Ça consiste à serrer les solutions et à laisser les politiques les mettre en œuvre. Pour le long terme, bien entendu, il est facile de dire qu'il va falloir tout reconstruire parce que une très grande partie de ce que nous avions vécu depuis le début des années 90 a été mis à bas. Sur le court terme, je voudrais dire que pour moi, il y a 4 demandes urgentes. D'abord, face aux crises, on a parlé tout à l'heure de l'Ukraine, de Gaza, etc. Face aux crises, ce que nous allons être obligés de faire dans le court terme et le moyen terme, c'est essayer de trouver le moyen d'articuler les accords régionaux avec les garanties globales. Autrement dit, essayer d'articuler de manière nouvelle les accords bricolés, si je puis dire, ou mis sur pied par des acteurs régionaux, c'est-à-dire qui sont particulièrement intéressés au problème, avec une garantie globale qui, aujourd'hui, ne peut être que celle de ce pauvre Conseil de sécurité. Je dis pauvre Conseil de sécurité parce qu'il est bloqué, mais on peut imaginer qu'il soit d'une manière ou d'une autre débloqué. Deuxièmement, évidemment, il faut essayer de construire et de maintenir un consensus minimal sur les grands problèmes transversaux, les problèmes transversaux majeurs. Je pense que Justin en parlera bien mieux que moi, dont vous savez qu'ils sont les problèmes de migration, les problèmes de santé, les problèmes de climat et, à très court terme, les problèmes d'alimentation. Troisièmement, bien entendu, pour cela, je pense qu'il faut essayer de privilégier les ordres régionaux. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça avait échoué. Je trouve que c'est dommage et qu'il faut essayer de consolider ces ordres régionaux. Et nous avons un travail prioritaire qui est de le reconstruire ou de le consolider en Europe, ce qui veut dire, d'une part, consolider l'Union européenne devant un avenir qui est pour le moins incertain et s'entendre sur une consolidation générale du continent, car l'Europe, ça n'est pas l'Union européenne. Enfin, une dernière remarque. Pour moi, il y a une urgence qui n'est pas réputée telle dans les gazettes, si je puis dire, mais qui pour moi est absolument brûlante, c'est celle de la négociation sur les armements. Je sais bien que ça n'est pas à la mode depuis que l'ensemble des négociations sur les armements a été démonté par les deux camps, mais en large partie à l'initiative du camp occidental depuis le début du XXIe siècle. Nous sommes face à des quantités d'armements en circulation absolument considérables. Nous sommes face à des accélérations du réarmement que les négativistes voient comme une course aux armements, que les autres voient comme un réarmement légitime, mais qui, en tout état de cause, concerne des quantités absolument remarquables. Les armes finissent toujours par servir, non pas forcément à ce pourquoi elles sont destinées, mais dans les mains qui les ignoraient initialement. Et enfin, il y a un problème, évidemment, qui est devant nous, qui est le problème de la prolifération nucléaire. Les exemples de l'Irak et les exemples de l'Ukraine ou l'exemple d'Israël sont aujourd'hui de formidables encouragements à la prolifération. La Corée du Nord et l'Iran l'ont compris bien avant nous. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, et uniquement dans un esprit d'ouverture du débat. Merci beaucoup.